Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Rivette, je suis directeur général de Synergie Santé Environnement. Avant de commencer le webinaire comme tel, je vais juste vous donner quelques petites informations techniques. Donc, comme vous l'avez probablement entendu, le webinaire va être enregistré. Donc, ça veut dire à la fois l'audio et l'image. Donc, l'enregistrement va être mis en ligne sur notre site formation.synergiesantéenvironnement.org probablement d'ici ce soir. Donc, ça vous permettra de véhiculer la bonne nouvelle à vos collègues qui n'auraient pas pu se brancher aujourd'hui, nous rejoindre aujourd'hui. Une chose que je vais faire tout de suite, en fait, c'est vous mettre en sourdine. Donc, il y aura juste les présentateurs. Donc, on a 4 présentateurs aujourd'hui, juste les présentateurs qu'on va pouvoir entendre parler. J'enlèverai la sourdine à la fin de la présentation pour la période de questions. Excusez-moi. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez utiliser le petit module chat. Donc, vous avez un genre de sur le système Join Me, vous voyez une petite bulle avec un téléphone puis une petite bulle chat. Donc, ça vous permet de poser des questions. Ça vous permet, si vous êtes timide, de poser des questions que je vais relire et poser au présentateur à la fin de la présentation. Puis, s'il y a des problèmes techniques ou autres, ben moi, je vais pouvoir vous aider je dirais, pendant la présentation de cette façon-là. Donc, la rencontre aujourd'hui, le webinaire, porte sur les perturbateurs endocriniens et en fait réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens, excusez-moi, dans le milieu de la santé. Donc, Nathalie, tu peux changer la diapositive. Donc, je vais vous présenter très brièvement Synergie Santé Environnement. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2006 par des professionnels du réseau de la santé. Et l'organisme est administré par un conseil d'administration issu majoritairement du réseau de la santé, donc 9 personnes, dont plus des 3/4 sont des personnes qui travaillent dans le réseau de la santé et de services sociaux. La mission de l'organisme est d'accompagner les établissements de santé dans la réduction de leurs impacts environnementaux, dans l'amélioration de leurs pratiques environnementales. Comment on le fait? En appliquant les principes de santé environnementale, donc refaire toujours le lien entre la santé et l'environnement, et donc les principes également de développement durable. On offre des services de consultation, donc on est un organisme à but non lucratif qui vit majoritairement de ces services de consultation. Et comme organisme à but non lucratif, on a des établissements membres, donc notamment 19 institutions de santé, excusez-moi, à date. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter ou aller voir notre site Internet. Prochaine diapositive. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu au départ, avant qu'on partage l'écran, c'est la Coalition canadienne pour un système de santé écologique qui est le porteur du dossier aujourd'hui. Donc la coalition, c'est un organisme également à but non lucratif. Vous m'excuserez, j'ai complètement oublié de traduire en français cette diapositive-là. Donc l'organisme a été créé en 2001 par des établissements de santé, des organisations proches de la santé. Il est administré par un conseil d'administration qui sont également des gens issus du réseau de la santé. Moi, je représente donc à titre de DG de Synergie Santé Environnement le Québec sur ce conseil d'administration-là. Vous avez des gens représentant les différentes provinces canadiennes. La mission de la coalition, c'est de permettre au secteur de santé, en fait, de modifier ses pratiques pour qu'elles soient plus environnementales. Et eux, contrairement à nous, pilotent des projets, développent différents types d'études et autres et ne font pas de consultation. Leur membership, comme nous, un organisme à but non lucratif, donc c'est 40% des lits hospitaliers à l'échelle du Canada. Donc, le projet dont on vous parle aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens, fait partie d'un projet plus large, plus vaste, qui s'appelle le projet Safer Chemicals, qui a été déposé par la Coalition canadienne pour un système de santé écologique. C'est un projet que la coalition mène dans plusieurs provinces depuis à peu près 1 an et demi. L'objectif est de réduire les déchets toxiques dangereux générés par les activités des établissements de santé et qui sont rejetés dans les eaux usées. Donc, il y a vraiment un lien avec la qualité de l'eau. Et donc, comment ils font ça? En identifiant, évaluant, mettant en œuvre des technologies innovantes et sécuritaires. On ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Leur objectif, donc, on le verra plus tard, c'est un projet qui est financé par Environnement Canada. L'objectif était de réduire de 250 kilos par année la quantité de déchets toxiques rejetés dans l'eau. Dans le cadre du projet, on s'entend. Diapositive suivante.
Le projet, comme vous le voyez ici, se passe dans 4 provinces actuellement, donc Colombie-Britannique, Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse. Je ne vais pas m'attarder énormément. Ce que je peux vous dire, c'est que le Québec, on a un projet particulier qui est sur les perturbateurs endocriniens. Dans les autres provinces, ce sont des projets sur le nettoyage écologique. Donc, essayer de réduire, encore une fois, l'utilisation de produits chimiques en remplaçant et en testant des nouvelles technologies pour venir désinfecter notamment les hôpitaux. Diapositive suivante. L'idée du projet aussi, c'était de faire le lien effectivement avec des partenaires techniques, donc de dire bon, on a toute une série de fournisseurs et d'entreprises qui ont de l'expertise à partager. On voit ici effectivement quatre partenaires, Class 1 Inc. Donc eux, c'est pour un partage d'expertise sur la désinfection. Excusez-moi, le L a disparu par UV. Il y a Crotal Healthcare qui eux fournissent de la main-d'œuvre et permettent d'accompagner les établissements pour tester la technologie à l'ozone liquide. Ensuite, la coalition CHAIR, là, qui est encore une fois un partage d'expertise sur la réduction des infections dans les établissements de santé, et Tersano, qui lui a traité en fait des unités d'ozone liquide et qui a formé les utilisateurs sur le terrain. Diapositive suivante. Donc, tout bon projet implique effectivement de faire une revue de littérature et on a également un établissement de niveau de référence, puisqu'on n'a pas vraiment de données actuellement. Donc, l'idée, c'était effectivement d'identifier les statistiques d'achat de substances chimiques, leur utilisation et les déchets que ces substances génèrent dans les établissements participants. Et bien entendu, comme tout projet subventionné, terminer le projet par une évaluation finale et surtout partager les résultats et les recommandations. C'est ce que nous faisons en partie aujourd'hui. Donc les partenaires, vous voyez ici, je vais pas les énumérer tous là. Il y en a plusieurs qu'on a déjà mentionnés, peut-être 2, 3 qu'on n'avait pas mentionnés, qui sont le Green Care Community, donc qui est un organisme similaire à la coalition ASSE en Colombie-Britannique, et on a également le Nova Scotia Health Authority, puis des établissements de santé comme le la Montérégie-Est ici au Québec, notamment l'hôpital Pierre-Boucher qui a participé au projet dont on va vous parler dans quelques instants. Diapositive suivante. Et donc, comme je le mentionnais, le projet a été réalisé avec l'appui financier d'Environnement et Changement climatique Canada. Donc, toutes les parties du projet font partie d'un seul projet qui est financé par Environnement Canada. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Lise Parent. Donc, Lise, elle est... Attendez, je vais prendre juste mon petit copion, là. Donc, Lise est biologiste, travaille dans le milieu de l'environnement depuis 35 ans. Elle a travaillé dans le privé en évaluation environnementale à Environnement Canada et Environnement Québec comme chercheur et professionnelle. Elle est professeure à l'Université TÉLUQ depuis 1994, où elle est directrice du comité des programmes en sciences de l'environnement et où elle a conçu une dizaine de cours en ligne en gestion environnementale dans différents secteurs, milieu industriel, municipal, forestier, agricole, écotoxicologie et santé. Elle développe actuellement un programme international de 2e cycle en écotoxicologie aquatique. Ses recherches portent sur l'évaluation de l'exposition aux perturbateurs endocriniens et leurs effets sur l'environnement, mais aussi sur la santé humaine, en adaptant une approche écosystémique de la santé. Elle est membre du Symbiose, du CIROD, du RRSPQ, du CREPA et directrice de l'axe transversal sur la formation et le transfert des connaissances d'EcoToc. Elle est aussi cofondatrice du Réseau des femmes en environnement et vice-présidente du CA d'Action Cancer du sein du Québec. Sans plus tarder, Lise, je te laisse la parole. Oui, merci Jérôme et merci beaucoup à Synergie Santé Environnement de s'occuper des perturbateurs endocriniens dans le milieu hospitalier. Parce que les perturbateurs endocriniens sont des substances dont on parle, sur lesquelles les chercheurs travaillent depuis plus de 20 ans maintenant, presque 25 ans aussi. Et puis, par contre, c'est quelque chose qui est un peu rébarbatif, c'est quelque chose dont on entend peu ou pas parler. Et puis, chaque fois qu'on fait des présentations, même depuis 10 ans, on fait des présentations sur les perturbateurs endocriniens, il y a très peu de gens qui savent vraiment qu'est-ce que c'est. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et ma collègue un peu plus tard, Pétia Kigorova, c'est vraiment une introduction, une initiation aux perturbateurs endocriniens. Alors,
Pour commencer, on a voulu savoir où se trouvaient ces substances-là, quelles sont ces substances-là. Ce sont des substances chimiques qu'on retrouve dans notre corps. Alors, on peut passer à la prochaine diapo. Il y a partout dans le monde, là, il y a des gens qui ont fait des expérimentations et puis qui ont mesuré, par exemple, dans le sang de différentes personnes, dans la poussière qu'on retrouve dans les aspirateurs, la poussière de nos maisons qu'on retrouve dans les sacs d'aspirateurs, et puis on a fait des tests sanguins, et puis partout dans le monde où on se trouve, on retrouve des substances chimiques dans notre sang, dans la poussière d'aspirateur. Et puis ces substances chimiques-là, ce ne sont pas des substances qui sont nécessaires et qui sont essentielles au fonctionnement de notre corps. Au contraire, ce sont des substances chimiques qui n'existaient pas il y a 50 ou 60 ans. Ce sont des substances chimiques qui ont été créées par l'humain pour répondre à des besoins, pour faciliter notre vie. Alors, si on regarde sur la diapo, c'est certain que on peut aller un peu plus, on peut revenir à la diapo précédente, là. Si on regarde sur la diapo, on voit qu'il y a différents produits chimiques avec des noms assez difficiles à prononcer, mais on peut retrouver par exemple des métaux lourds, hein, ça c'est quelque chose dont on a déjà entendu parler. On peut retrouver toutes des substances comme dans la famille des BPC. On a aussi les phtalates, hein, les substances dont on va beaucoup parler dans le milieu hospitalier parce que c'est des substances qui donne de la flexibilité, c'est un plastique qui donne de la flexibilité au plastique, hein, qui rend le plastique mou. Alors, c'est quand même très utilisé dans le milieu hospitalier. On a les PBDE, hein, ce sont les inifuges, les retardateurs de flamme. Il y a différentes autres substances, là, avec les alkylphénols, des pesticides, évidemment. Il y a de nombreux pesticides qu'on retrouve dans notre sang, dans l'urine et dans les sacs d'aspirateurs. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est normal, on peut passer à la prochaine diapo, est-ce que c'est normal de retrouver ça dans notre sang? Alors, et puis, dans nos maisons, ce ne sont pas des entreprises, ce ne sont pas des industries, des usines qui produisent des produits chimiques dans nos maisons. Alors, comment ça se fait qu'on retrouve ces substances chimiques-là dans nos maisons? Et puis, il y a aussi que tout le monde sur la planète, qu'on soit un peu n'importe où, on accumule, on a une charge corporelle de ces contaminants-là. Et puis, dès la naissance des enfants, on a retrouvé jusqu'à une centaine et plus de substances chimiques dans le cordon ombilical des nouveau-nés, même jusqu'à 358 substances. Alors, c'est quoi ces perturbateurs endocriniens? Pourquoi on parle de ça? C'est que, évidemment, quand on parle d'une substance qui est toxique, on pense souvent à un poison. Hein? C'est quelque chose qui va nous rendre malades assez rapidement. Alors, on a bien intégré les notions de poison, de substances corrosives, de tout ce qui est irritant. En fait, tous les produits qu'on peut avoir dans nos maisons quand même, mais qu'on met dans un endroit sûr, barré. Après quelques années, on peut dire que depuis les années 60, on entend, on parle, on fait attention à des substances qui peuvent avoir des effets cancérigènes. Le cancer, c'est quand même quelque chose qui est intégré par tous. Des substances qui sont tératogènes, qui entraînent des malformations congénitales, ou des substances qui sont mutagènes, qui peuvent entraîner des mutations. C'est quand même quelque chose qu'on commence à comprendre. On connaît tous des gens qui ont eu des cancers, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y en est d'un perturbateur endocrinien? Qu'est-ce que c'est, ça, cette substance-là? On peut passer à la prochaine diapo. Alors, un perturbateur endocrinien, c'est une substance qui est exogène, une substance qui vient de l'extérieur, qui vient entrer dans notre corps et qui vient altérer une fonction du système hormonal, alors de notre système hormonal, et qui cause des effets négatifs sur la santé d'un individu. Qu'est-ce qui est très important là-dedans? C'est pas juste sur la santé d'un individu au cours de sa vie, mais c'est aussi ce qui peut avoir des effets sur sa progéniture. Alors, en gros, de façon plus simple, on dit un perturbateur endocrinien, ce qu'on appelle un PE, là, dérègle le message d'une hormone, puis ça cause des problèmes de santé à un individu et à ses enfants. Alors, évidemment, on parle d'hormones, de système hormonal. Souvent, quand on fait référence au système hormonal, on pense souvent au système reproducteur, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, le système hormonal. On sait que dans notre corps, on a différents systèmes de communication. On peut facilement penser au système nerveux, par exemple, mais le système endocrinien ou le système hormonal, c'est aussi un système de communication.
Parce que le système hormonal est composé de glandes endocrines qui produisent des petits messagers qui sont des hormones, puis qui viennent tout harmoniser, synchroniser, organiser le fonctionnement de notre corps humain. Moi, souvent, je dis que finalement, le système hormonal, c'est un peu le maestro qui vient vraiment là organiser comment fonctionne notre corps. On a juste à penser le maintien de la température à 37,2 de notre corps, qu'il fasse moins 40 l'hiver ou plus 40 l'été. Il n'y a pas beaucoup de thermostats qui sont aussi efficaces que notre système endocrinien. Alors, le système endocrinien répond à des signaux qui sont spécifiques et à des moments précis. Et puis, quelle est l'influence des hormones, nos hormones naturelles? Hein? Ce sont des substances qui sont mobilisées, qui sont utilisées dès les premiers moments de notre vie. On a juste à penser au développement du fœtus, au niveau de l'accouchement, la lactation. C'est vraiment sollicité pour la croissance, la puberté, la reproduction, mais pas simplement au niveau du début de notre vie, mais aussi pour toutes les activités de tous les jours. Hein. Des fois, on n'y pense pas, mais l'appétit, par exemple, le sommeil, la gestion des graisses, des sucres, les hormones sont impliquées dans la gestion du stress, dans le rythme cardiaque, dans la pression artérielle, etc. Alors, on voit tout de suite que c'est quelque chose qui est quand même très important dans notre corps. C'est probablement un des systèmes les plus importants. Alors, une fois qu'on a dit ça, et puis on peut se demander si les substances chimiques qu'on a toutes dans notre corps, des substances chimiques qui ne devraient pas s'y retrouver, et puis qu'on voit qu'elles peuvent venir interférer avec le fonctionnement de notre système hormonal, est-ce que finalement, au bout du compte, il y a des effets sur notre santé? Alors souvent, on regarde dans la nature qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis écotoxicologue, alors on regarde ce qui se passe dans la nature. Puis, on se rend compte souvent que les animaux ont développé depuis une trentaine d'années des problèmes de santé et puis on est capable plus facilement de faire le lien avec leurs expositions aux perturbateurs endocriniens. Par exemple, chez certaines espèces de poissons qu'on retrouve dans le fleuve Saint-Laurent, entre autres les ménés mâles à taches noires, là, leur nom, qu'on retrouve pas trop loin de l'effluent des eaux usées de Montréal. Il y a une équipe de l'INRS et d'Environnement Canada qui a démontré que le tiers des mâles de cette espèce-là pouvaient développer des ovocytes dans leurs testicules. Alors, on peut comprendre que ça ne fait pas nécessairement des enfants forts, mais il y a une modification hormonale chez ces poissons-là. Évidemment, nous, on n'est pas des poissons, puis on n'est pas exposés de la même façon que les poissons, mais quand on regarde dans la nature et qu'on voit qu'il y a des effets sur le système endocrinien relié plus facilement avec une exposition à des perturbateurs endocriniens, bien, ça fait lever des petits drapeaux rouges, puis on peut peut-être se poser des questions. Alors, comment est-ce que ça nous affecte? De plus en plus, on démontre que, effectivement, ces substances-là, les perturbateurs endocriniens auxquels on est exposé tous les jours dans nos maisons, sont impliqués dans différentes maladies dont on parle régulièrement là, dans les années qui courent. Alors, il y a beaucoup par rapport à l'infertilité, le changement du ratio mâle-femelle, que ce soit les fausses couches, la naissance de bébés de faible poids, on parle d'anomalies sexuelles, de la puberté précoce, des problèmes, même des problèmes au niveau de l'hyperactivité et puis des désordres comportementaux. Évidemment, on voit des effets aussi sur les cancers, un taux accru de cancers qui sont hormonodépendants, et puis le système immunitaire peut être affaibli. Et puis l'obésité, le diabète de type 2, et j'en passe. Alors, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a présenté, qui fait à tous les 10 ans une étude de l'état de la science sur les perturbateurs endocriniens, et puis a présenté en 2012 son rapport 2002-2012 sur l'état des sciences sur les perturbateurs endocriniens. Et puis, dans ce rapport-là, contrairement au précédent, on parle d'évidence. On parle d'évidence entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et les maladies chroniques. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme effet? Merci pour les diapos. Je vais vous montrer seulement des petits exemples. Là. Par exemple, au niveau de l'incidence du cas de cancer chez les femmes sur 100 000 personnes, on voit sur ce graphique-là, dans plusieurs pays, hein, que ce soit l'Autriche, la Belgique, la France, la Bulgarie, l'Angleterre, etc., et l'ensemble de pays de l'Union européenne, on voit qu'il y a une incidence accrue de 4 fois
dans les pays dans plusieurs pays depuis les années 70. Alors, il y a une augmentation de cancer, et puis on relie ça, entre autres, c'est pas uniquement, mais entre autres, à l'augmentation des perturbateurs endocriniens dans notre environnement. Un autre graphique qui est présenté dans ce rapport-là, c'est l'incidence de cancer des testicules dans les pays du nord de l'Europe, Suède, Norvège, Islande. On voit que, si vous regardez à gauche, là, plus c'est rouge, plus l'incidence est élevée. Alors, dans les années 89-94, il y avait, on voit que entre les années 89, 94 et 98 et 2003, il s'est passé à peu près une dizaine d'années, et puis on voit l'augmentation de l'incidence assez importante là, du côté à droite par rapport à gauche, et puis alors par rapport aux testicules, le cancer des testicules, il y a une augmentation aussi. Si on passe à la prochaine diapo. Tantôt, je disais qu'il y avait des effets sur l'obésité, le diabète de type 2. Alors ici, on a représenté un graphique. Il y a des données, mais c'est aussi une estimation qui a été faite dans différents pays, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Espagne, etc. Et puis, on voit une augmentation du surpoids chez les adultes depuis les années 80-90, et puis on prévoit une augmentation sans cesse. Évidemment, les conclusions de ce rapport-là, c'est que tout le monde est exposé aux perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que tout le monde, si on prend une prise de sang, on a plein de ces substances-là dans notre corps. En même temps, il y a une augmentation rapide des maladies chroniques. Et puis, il semble que celles qui sont liées aux perturbateurs endocriniens soient sous-estimées. Par contre, il y a peu d'études épidémiologiques pour faire le lien entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et les maladies. Quand le rapport a été fait là, en 2002-2012, il y avait peu d'études épidémiologiques, mais il y a quand même une explosion d'études épidémiologiques là, depuis ce temps-là. Mais il faut comprendre que quand on travaille sur des humains, c'est un peu plus difficile de démontrer les relations de cause à effet. Et puis, on conclut dans ce rapport-là que les périodes critiques d'exposition, ce sont au niveau fœtal, néonatal et au niveau de la puberté. Puis on va voir un peu tout à l'heure pourquoi. Alors, ça nous amène à penser que travailler avec les perturbateurs endocriniens, d'essayer de faire des liens entre les perturbateurs endocriniens et les problèmes de santé, ça pose quand même plusieurs défis. Parmi ces défis-là, il y a le fait que, contrairement à ce qu'on pense, pour d'autres produits chimiques, il y a des effets à très faible dose. On ne suit plus la même adage qui disait « la dose fait le poison ». Avec les perturbateurs endocriniens, des doses très, très, très petites peuvent avoir des effets plus élevés qu'à une dose un peu plus élevée. Alors, dans cet exemple-là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais dans cet exemple-là, on a des souris qui étaient issues de la même portée, qui avaient été exposées à du diéthylstilbestrol, et puis celles qui avaient été exposées à une forte dose, à 1000 ppb, ne sont pas présentées ici, mais on avait mesuré une perte de poids. Alors que la souris qui a été exposée à 1 ppb, 1000 fois moins de cette substance-là, avait pris énormément de poids. C'est seulement pour illustrer, là, ça va un peu à contresens, mais il y a des hypothèses qui tentent d'expliquer cette situation-là. Aussi, par rapport aux perturbateurs endocriniens, c'est que l'effet n'est pas le même selon le moment de la vie où survient l'exposition. C'est à peu près compréhensible parce que, on peut aller à la prochaine diapo, évidemment, si les perturbateurs endocriniens viennent perturber le fonctionnement du système endocrinien et que le système endocrinien n'est pas sollicité de la même façon tout au long de notre vie, alors c'est normal que au moment où il est le plus sollicité, que les effets peuvent être les plus drastiques ou les plus sévères. Alors sur ce graphique-là, vous regardez pour différentes périodes de vie, chez les embryons, chez les 40 premières semaines, après chez les enfants, les adolescents et les adultes, on voit que le développement de différents organes, que ce soit les gonades, prostate, les ovaires, etc., se fait à différents moments. Et les hormones sont sollicitées à différents moments pour le développement et le fonctionnement de ces organes-là.
Alors, s'il y a un perturbateur endocrinien qui vient s'interférer à ce moment-là, qui est un moment qui est important, bien, on peut penser que les effets vont être plus élevés à ce moment-là qu'à un autre moment où l'organe est déjà développé et son fonctionnement n'est pas altéré. Alors, il faut s'inquiéter pour nos enfants, ça c'est certain. Aussi, même nos enfants à la maison, pas seulement nos enfants qui peuvent être malheureusement à l'hôpital, parce que dans nos maisons, nos enfants, on sait qu'ils jouent près du sol, hein, près de la poussière. Tantôt, on a vu dans les sacs d'aspirateurs qu'on retrouvait beaucoup de ces produits chimiques-là. Alors, les enfants sont très près de ces produits chimiques-là. Ils portent les objets puis leurs mains à leur bouche, évidemment. Leur peau est mince et absorbe plus. Alors, quand on pense que ces produits-là, on en retrouve aussi comme dans les crèmes, alors ils peuvent plus en absorber. Ils mangent, ils boivent, ils respirent plus que les adultes pour un même poids. Et ils sont plus exposés que évidemment, ils sont plus exposés que les adultes. Un autre défi qui est posé par les perturbateurs endocriniens, c'est que l'exposition est multiple au quotidien. Alors, évidemment, il y a des réglementations, il y a des normes qui sont appliquées pour certaines substances, pas nécessairement pour leurs effets de perturbation endocrinienne, mais il y a quand même des normes qui peuvent nous guider, des fois, par rapport à notre exposition, mais souvent, c'est fait pour un produit, pas pour un ensemble de produits. Puis, si on regarde à la prochaine diapo, je vous ai mis des exemples pour différents produits. Évidemment, c'est un peu complexe, là, mais quand on regarde les phtalates, qui est le produit plastique, le mou dont on parlait au début, on a juste à penser au petit canard jaune, là, c'est aussi... on voit que les phtalates, c'est bien beau de dire, ben il ne faudrait pas qu'il y en ait trop dans tel produit, mais on en retrouve dans tellement de produits qu'on se retrouve à une exposition qui est multiple. Hein. Si on voit que, par exemple, les phtalates, on en retrouve dans les produits coiffants, parce que c'est associé aussi au parfum, ça vient fixer le parfum dans les différents produits cosmétiques. Alors, c'est certain qu'il y en a dans les produits de soins personnels, dans les déodorisants d'intérieur, dans les produits parfumés, évidemment, dans les contenants et les pellicules de plastique, dans les jouets. On sent l'odeur. Un exemple, c'est les rideaux de douche, là, des fois en plastique. On sent, l'odeur est quand même assez caractéristique. Les produits biomédicaux, on en parlait tout à l'heure, évidemment, les parfums, etc. Les composés perfluorés, il y a juste un exemple ici. Les poils anti-adhésives, hein, tout ce qui empêche de coller, les emballages alimentaires. Souvent, on fait traiter nos tissus puis les tapis avec ces composés-là pour éviter les chasse-taches, pour éviter que ça tâche, que ça imbibe l'eau. Les crèmes pour le corps peuvent même en contenir. On en retrouve sur les soies dentaires, dans les équipements médicaux et sportifs, on veut par rapport aux vêtements de sport, entre autres, on veut des vêtements qui respirent, qui à la fois qui font en sorte que l'eau perle si on est sous la pluie, les appareils électroniques. Alors, c'est seulement pour vous donner un exemple, là, comme quoi une même substance et ses congénères, ce qu'on voit en dessous le nom de la substance à gauche, peuvent se retrouver dans plein de produits. Alors, tous les jours, on est exposé à des substances, mais en provenance de différents produits. Un autre défi par rapport à l'étude des perturbateurs endocriniens, puis d'essayer de faire des liens entre l'exposition et les effets, c'est que l'effet cocktail est très mal connu. Tantôt, je viens de vous montrer des exemples avec les phtalates et puis les composés perfluorés. Mais on travaille toujours de façon individuelle, de façon substance par substance. Mais quelles sont les interactions entre ces substances-là, entre autres? Quels sont on parle du système endocrinien avec différents organes, avec différentes glandes, avec différentes hormones. Alors l'effet de perturbation peut se faire connaître à différents niveaux avec différentes substances. Et puis on n'aborde pas l'étude de ces substances-là de façon en mélange, ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est encore plus complexe. On fait un dernier défi, mais c'est peut-être pas le dernier, mais c'est celui-là dont on va parler aujourd'hui, c'est que Kipitis, c'est un peu complexe aussi, c'est que les effets ne sont pas visibles immédiatement. Quand on regarde quelque chose quand on essaie de voir l'effet d'une substance toxique sur la santé, par exemple, on peut voir si c'est quelque chose qui brûle, c'est quelque chose qui se sent, mais les perturbateurs endocriniens, évidemment, on ne le sent pas.
ça vient pénétrer dans notre corps et puis ça peut avoir des effets qui vont émerger peut-être 10, 20 ans après avoir eu une exposition à ces substances-là. Et puis, ça peut avoir aussi des effets sur la prochaine génération et la troisième génération, ce qu'on appelle des effets transgénérationnels et qui font appel à la programmation épigénétique. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'épigénétique, mais essentiellement, ça affecte la façon dont les gènes sont lus par des cellules. Et ensuite, comment ils produisent des protéines. C'est en fait comment un gène va s'exprimer ou non. Alors, les facteurs environnementaux peuvent faire en sorte que les gènes soient réduits au silence, mais peuvent aussi faire en sorte qu'ils vont s'exprimer au fil du temps. Alors, en d'autres temps, ils peuvent être en d'autres termes, ils peuvent être désactivés, devenir dormants, ou être activés, devenir actifs. Par exemple, sur ce graphique-là, on voit les cellules germinales, les cellules qui forment des gamètes, comme les spermatozoïdes ou les ovocytes. Ils peuvent être la cible directe de perturbateurs endocriniens dès le premier stade de la formation des gonades. Lorsque, dans cet exemple-là, la petite souris est dans le ventre de la maman souris, et puis ces gonades sont en train de se développer. Alors, dès ce moment-là, il peut y avoir un effet sur ses propres gonades. Puis les perturbateurs endocriniens qui vont agir sur la femelle en gestation, c'est le F0, c'est la première génération, ça va influencer le développement du fœtus, la génération F1, puis ça peut modifier le développement des gonades pour reprogrammer les cellules germinales pour les prochaines générations. Cette altération-là épigénétique, au-delà du gène, dans la lignée germinale peut devenir permanente, puis elle peut même être transmise par la lignée germinale aux générations suivantes, c'est-à-dire la génération F2 et F3. Alors, ça nous amène à parler de la prochaine diapo du principe de l'origine développementale de la santé et de la maladie. C'est que c'est une notion qui est encore ignorée dans la grande majorité. Il semble-t-il que même une étude qui a été faite en Ontario a montré que 45% des femmes enceintes n'ont jamais entendu parler des effets potentiels de l'environnement sur la grossesse et le développement de leurs enfants. Alors, l'origine développementale de la santé et de la maladie est fondée sur l'observation que l'environnement précoce, la nutrition de la mère, même paternelle, la pollution, les composés chimiques, le stress, les infections, etc., peut avoir des effets à long terme sur le phénotype, sur la vie de l'individu. Alors, la vie in utero est un lieu important pour le développement. Alors, ça paraît peut-être un peu alarmiste de présenter tout ça, mais c'est quand même quelque chose qui existe, c'est quand même quelque chose sur lequel il y a beaucoup de chercheurs qui se penchent, puis les constats suivants peuvent se faire. C'est que c'est une réalité. Les perturbateurs endocriniens, là, c'est pas de la foutaise, là, c'est vraiment quelque chose qui existe. Et puis, ce sont ces produits-là, ces substances-là plutôt, se retrouvent dans des produits un peu partout dans nos vies. C'est pas simplement les gens qui travaillent dans des usines qui vont être exposés à ces substances-là, mais dans notre vie au quotidien, dans nos maisons. Puis, on pense que l'information, c'est la première étape pour se protéger. Il faut en prendre connaissance, en prendre conscience, là, qu'on est on vit dans une soupe, finalement, de produits chimiques qui peuvent avoir des effets à long terme, à notre insu, on s'en rend pas compte. Par contre, c'est bien beau de pouvoir faire des choix, de changer nos comportements, mais est-ce que notre mémoire va nous permettre de faire des choix? C'est quand même assez complexe là, de se rappeler. Il y a 100 000 substances chimiques là, qui ont été introduites dans nos milieux. C'est quand même assez complexe de tout voir ça, de tout comprendre ça. Puis, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que l'effort doit toujours venir du citoyen? Il me semble que c'est pas normal qu'on puisse se retrouver dans une pharmacie, puis avec des produits de nettoyage ou des produits cosmétiques qui contiennent des substances qui peuvent nous rendre malades finalement au bout de la ligne. Est-ce qu'on peut exiger d'être mieux protégé? Je pense que oui, mais il faut travailler sur les politiques publiques et puis il faut stimuler aussi l'offre de produits sécuritaires. Alors, je vais vous laisser là-dessus. C'était vraiment une introduction pour finalement souligner l'importance des travaux qui sont faits par Synergie Santé et Environnement dans les hôpitaux au Québec. Et puis, c'est ce
ce que je vous ai présenté, c'est issu d'une formation qui a été développée par le Réseau des femmes en environnement, qui s'appelle Sabotage hormonal, puis qui a été financée par le ministère de l'Éducation et de l'Université TELUX. Merci. Merci beaucoup, Lise. Moi, j'encourage tout le monde, toutes les personnes qui assistent à la présentation aujourd'hui, à effectivement aller télécharger le document Sabotage hormonal. On apprend plein de choses et c'est vraiment c'est passionnant. Moi, je vais vous présenter les deux prochaines intervenantes. Donc, Dr Émilie Fréchette-Pelletier, qui est diplômée de l'Université de Montréal en 2012. Elle travaille actuellement comme pédiatre générale en périnatalité à l'hôpital Pierre-Boucher du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Elle est responsable de l'enseignement pour les stages en pédiatrie au Centre hospitalier Pierre-Boucher et évaluateur du programme de réanimation néonatale. Elle est également membre associé à l'urgence du CHU Sainte-Justine et pédiatre en réadaptation au Centre montérégien de réadaptation. Ensuite, Nathalie Robitaille, qui est directrice adjointe chez SSE. Elle a été membre du conseil d'administration de SSE lors de sa création en 2007. Elle est devenue conseillère senior chez SSE en 2011, puis directrice générale adjointe en 2015. Elle a accompagné plusieurs établissements, notamment d'anciens C3S, et accompagne maintenant les 6 de la Montérégie-Est, de Laval, de la Montérégie-Ouest. Au cours de ces dernières années de mandat, elle a piloté plusieurs projets novateurs la plupart des projets, je le mentionnais tout à l'heure, de SSE sont toujours dans une perspective de santé environnementale. Donc, pour la petite histoire, Nathalie est inhalothérapeute de formation. Elle a travaillé à l'hôpital Saint-Luc du centre, du CHUM pendant 23 ans, où elle a pratiqué au sein de tous les départements. Elle est candidate à la maîtrise en sciences de l'environnement. Et elle est également engagée socialement depuis plusieurs années au sein d'organismes à but non lucratif qui œuvrent dans le milieu de la santé et de l'environnement. Elle assume actuellement bénévolement le rôle de vice-présidente de la coalition Au Secours. Nathalie et Dr Fréchette, à vous deux. Nathalie, on ne vous entend pas. Donc, je vais juste te donner une petite information, c'est que tu avais un numéro à devoir pitonner sur ton téléphone qui est le étoile 3. Attends. Voilà, désolé pour ce petit inconvénient. Donc, c'est étoile 3, 3, 8, 7, 8. Excusez-nous, juste un petit problème technique. On est à vous dans 2 secondes. Bon, comme vous l'avez entendu, j'ai enlevé la sourdine. Nathalie, on peut t'entendre comme ça. Nathalie? Oui. Vas-y. Oui, c'est bon? Oui. Désolée pour le petit problème technique. Donc, je disais merci Lise pour la fabuleuse introduction qui met très bien la table à la pertinence de notre projet. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de présenter le projet pilote que nous avons mené à l'hôpital Pierre-Boucher en compagnie de Dr Fréchette. Donc, nous allons nous partager la parole. Donc, avec tout ce que Lise vient de dire, notamment par rapport à l'exposition multiple, l'effet cocktail, toutes ces connaissances-là, cette information-là nous a donné vraiment l'envie d'agir et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mener un projet pilote à l'hôpital Pierre-Boucher pour réduire l'exposition donc à ces substances, à nos petits cocos qu'on retrouve à l'unité de néonatologie. Donc, petit mot sur les participants. Pourquoi l'hôpital Pierre-Boucher?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôpital Pierre-Boucher, depuis 2015, donc depuis la fusion des établissements de santé au Québec, donc le CIS, Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Est, est engagé dans une démarche de santé environnementale, développement durable, qui englobe plusieurs, plusieurs actions. Notamment donc appliquer les principes de santé environnementale et aussi d'approche écosystémique de la santé. Donc, l'hôpital Pierre-Boucher, qui est situé à Longueuil, au Québec, est un hôpital de 350 lits environ. Et donc, les participants à ce projet de pilote-là, c'est important de souligner la participation du service des approvisionnements. L'équipe des soins, donc, on est vraiment entré en contact avec l'équipe traitante pour leur présenter le projet aussi, puis pour qu'ils comprennent bien qu'est-ce qu'on faisait là à jouer un petit peu dans tous les produits médicaux. Donc, on parle ici d'infirmières, inhalothérapeutes, les préposés également. Les médecins, dont les pédiatres, d'où la présence du docteur Fréchette ici, et la direction des services techniques, parce que c'est la direction des services techniques qui chapeaute tout le grand dossier développement durable, santé environnementale pour le CIS de la Montérégie-Est. Au niveau de synergie santé-environnement, il y a quelqu'un qui n'est pas sur mute. Je pense que ça serait une bonne idée de vous mettre sur mute. Merci. Alors, au niveau de synergie santé-environnement, oui, j'ai mené le projet, mais j'aurais pas pu réaliser ce projet-là sans l'aide de notre stagiaire Lorraine qui a passé plus de 6 mois à travailler sur ce projet. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Dr. Fréchette qui va vous parler pourquoi on a choisi en fait l'unité de néonatologie. Moi, je craque pour les petits bébés. Bonjour. Donc, en passant à un fœtus ou à un nouveau-né prématuré, il est logique de penser qu'il est particulièrement vulnérable aux produits chimiques. Leur peau est plus fine, puis leur surface cutanée est plus importante par rapport à leur corps. Leurs systèmes sont moins développés et leur cerveau est en phase de croissance très rapide. En fait, le cerveau va doubler de volume dans les 2 derniers mois de gestation. Même si on ne comprend actuellement pas tous les facteurs impliqués dans le devenir des prématurés, on pense que c'est très important d'étudier tout ce qui pourrait affecter négativement leur développement. Donc, c'est pourquoi je pense que c'est très important qu'on évalue la présence de perturbateurs endocriniens sur les unités de néonatologie. Le projet qu'on discute actuellement, on est très fiers de l'avoir accueilli à Pierre-Boucher. Notre unité néonatale est une unité de niveau 2B, ce qui veut dire qu'on accueille des prématurés de plus de 32 semaines de gestation et qui ont un poids de naissance de plus de 1500 grammes. À notre connaissance, c'est le premier projet du genre au Canada et nous avons la chance de pouvoir améliorer les soins des nouveau-nés prématurés en cherchant des alternatives aux produits qui ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens. Au niveau des impacts que ce projet-là peut avoir, c'est sûr que c'est multiple. On commence à peine à se soucier des perturbateurs endocriniens dans la pratique médicale. Comme médecin, la base de notre travail, c'est avant tout ne pas nuire. On veut éviter à tout prix que nos interventions peuvent occasionner des effets néfastes sur nos patients. Puis, depuis l'implantation du projet, on a réalisé que certains médicaments qu'on donne aux prématurés contiennent des substances nocives. Par exemple, on a réalisé que l'instaglucose, qui est un produit qu'on donne chez les nouveau-nés en hypoglycémie, afin d'éviter l'utilisation de solutés ou de formules commerciales, contient dans sa liste d'ingrédients des parabènes. Ça nous a fait réfléchir en tant que groupe de pédiatres et on a décidé de limiter l'usage de l'instaglucose, surtout chez les nouveau-nés pour qui on peut trouver une alternative à ce traitement-là ou ceux qui sont prématurés. Ceci n'est qu'un impact direct du projet. Je laisse Mme Robitaille vous en dire plus. Donc, comme on vous explique, en fait, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur parce qu'on veut vraiment réduire l'impact, l'exposition de ces petits cocos-là. Mais par où commencer? Donc, par où on commence habituellement, c'est par un inventaire. Alors, je vais vous présenter les 5 grandes étapes, en fait, de notre projet pilote. Réalisé, comme je disais, en collaboration avec notre stagiaire. Donc, c'était vraiment d'aller sur l'unité de néonatologie et faire l'inventaire de tous les produits, du matériel auquel les bébés étaient exposés et par conséquent les mères également. De cibler les substances préoccupantes, Lise en a fait vraiment, en a nommé plusieurs tantôt. Établir aussi une communication avec l'industrie parce que, je vais le présenter tantôt,
pas toujours écrit sur l'emballage ce qu'on retrouve dans les produits médicaux. Ensuite, c'est connaître la composition de ces produits-là et rechercher des alternatives saines lorsqu'il y en a. Et je vous dirais que toute la démarche était vraiment faite dans une approche participative. Donc, on a fait beaucoup d'éducation, de sensibilisation, de transfert de connaissances, de co-construction de connaissances aussi, et appliquer le principe de précaution parce qu'on n'a pas toujours les réponses à nos questions. Donc, l'inventaire des produits, vous voyez ici, on a une petite photo. Comme Dr. Fréchette le disait, c'est une unité intermédiaire. Donc, des soins où on a des bébés qui sont intubés, branchés de partout là, pendant plusieurs semaines. Ces bébés-là sont transférés, mais n'empêche que nous avons quand même plusieurs produits auxquels ces petits sont exposés. En fait, il y a 74 produits qui sont sous la loupe. Et si on regarde les grandes familles de ces produits, on voit que c'est des produits relatifs à l'oxygénothérapie. Ensuite, il y a le matériel de ventilation, le matériel de thérapie intraveineuse, donc seringues, des tubulures, des solutés, tout ce qui est soins corporels aussi, savon, lotion nettoyante, tout ce qui a trait à la désinfection, l'alimentation aussi, donc des tubulures d'alimentation qu'on insère dans le bébé, mais aussi le lait maternisé, le jet de glucose, comme Dr. Fréchette parlait. On parle aussi de matériel de protection, donc des gants, tout ce qui est produits électroniques, donc des produits qui sont susceptibles de contenir des retardateurs de flamme, donc des PBDE. Ensuite, on parle aussi de mobilier, donc le matelas, l'isolette aussi dans lequel on couche ces petits bébés-là et cette isolette-là qui est en plastique qu'on appelle de type polycarbonate, qui contiendrait possiblement du bisphénol A. Ensuite, le matériel de réanimation. Et il y a différents types de matériel aussi, donc un caractère qui est invasif parfois, donc qu'on insère dans le corps du bébé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certains plastiques, certaines substances, en fait, ont tendance à préférer le corps humain, donc le côté gras et chaud du corps humain, plutôt que de rester dans le plastique. Donc, il y a le relargage des substances. Alors ça, c'est l'inventaire dont je vous présentais. Les substances préoccupantes, 8 grandes familles. Alors, les familles en rouge, là, ici, c'est celle à laquelle on s'est plus intéressé. Pourquoi? Parce que le mercure, on en retrouve de moins en moins dans le réseau de la santé. Et les phtalates, les bisphénols, les retardateurs de flamme, le triclosan et les parabènes, on les retrouve abondamment dans le milieu de la santé, donc dans nos hôpitaux. Un petit complément d'information, en fait, sur les phtalates. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur relâchement dans les produits médicaux est connu depuis 1960. C'est drôle parce que là, on en parle aujourd'hui. Nous, on considère que notre projet pilote, c'est les premiers balbutiements là, dans une grande démarche comme ça. C'est sûr que ça a commencé à bouger aussi ailleurs, mais c'est connu depuis longtemps. Des études ont démontré aussi qu'on retrouve des substances, dont certains phtalates, dans l'air administré par oxygénothérapie. Le DEHP, qui est un phtalate, c'est le phtalate probablement qu'on retrouve le plus dans nos matériels médicaux, est augmenté, donc sa concentration est augmentée lorsque l'on brasse le soluté. Et on voit ici qu'on parle de doses acceptables, donc de DEHP, mais je reviens à ce que Lise disait, hein, les perturbateurs endocriniens agissent à petite dose comme les hormones, donc idéalement, c'est de réduire cette dose-là. Et pourquoi on parle de réduction de l'exposition? C'est qu'on sait qu'on ne peut pas vivre dans un milieu sans perturbateurs endocriniens. C'est un milieu très complexe, donc c'est pour ça qu'on parle de réduction. Alors ici, il y a un tableau qui démontre, dans le cadre de notre étude, on voit qu'il y a plusieurs substances, dont les phtalates, on voit aussi du bisphénol. Donc, on voit des substances qui sont susceptibles d'avoir une activité endocrinienne, mais on voit aussi des alternatives qui, eux aussi, donc des alternatives aux phtalates, alternatives au bisphénol, qui, eux aussi, sont présumés avoir une activité endocrinienne. Donc, il faut faire attention quand on recherche des alternatives, parce que pour faire des études qui prouvent que cette substance-là, elle n'est pas sécuritaire, ça prend plusieurs années. Donc, il faut toujours avoir le regard critique. Donc, la troisième étape a été d'entrer en
en contact, en communication avec l'industrie. Donc, c'est là qu'on a travaillé en collaboration étroite avec les approvisionnements. Donc, les compagnies que vous voyez là, ce sont vraiment des distributeurs et des fournisseurs de produits que l'on retrouve à l'unité de néonatologie à Pierre-Boucher. Désolée pour le côté indigeste de ce graphique, mais en fait, c'est juste pour vous montrer que à prime abord, quand on regarde chaque ingrédient, chaque produit médical, parfois c'est écrit directement sur l'emballage qu'il y a présence de perturbateurs endocriniens et parfois c'est marqué, par exemple, sans DEHP. Ce qu'il faut savoir, c'est pas nécessairement, pas parce que c'est écrit que c'est sans DEHP qu'il y a vraiment absence de perturbateurs endocriniens. En fait, on peut retrouver d'autres types de perturbateurs endocriniens. Donc, après avoir contacté tous les fournisseurs, distributeurs, par courriel, par téléphone, par relance multiple, alors voici le constat. Sur les 74 produits répertoriés lors de l'inventaire, 12 produits, en fait, démontraient, c'était inscrit, en fait, sur l'emballage qu'ils contenaient des perturbateurs endocriniens. 18 d'entre eux indiquaient qu'ils n'en contenaient pas, en fait, qu'ils ne contenaient pas souvent de DEHP, et on avait 44 produits pour lesquels la composition était complètement inconnue. Ça, c'était au départ, donc, lorsqu'on se fiait sur l'emballage. Une fois qu'on a contacté, en fait, qu'on a soumis notre sondage à l'industrie, en fait, il y a 37 produits pour lesquels on n'a eu aucune réponse et 7 produits pour lesquels on a eu une réponse. Et de ces 7 produits-là, un contenait des perturbateurs endocriniens et 6 n'en contenaient pas. Donc, après 6 mois et un peu plus et des poussières de recherche et de relance, ce qu'on a comme constat, c'est qu'on a toujours 37 produits dont on ne connaît pas la composition. Et par contre, on sait que 13 produits contiennent des perturbateurs endocriniens et 24 n'en contiennent pas. Donc, si on sait que certains produits contiennent des perturbateurs endocriniens, on veut rechercher des alternatives. Donc, une autre revue de littérature, en fait, qui a permis de démontrer que certaines substances sont proposées comme alternatives, qu'on pense à l'EVA, au silicone, au polyéthylène, polyuréthane, mais pour toutes ces substances-là, les études sont limitées. Par contre, le silicone semble être vraiment la meilleure alternative. Toutefois, le silicone, de par sa composition, là, ne peut pas nécessairement s'appliquer à tous les produits médicaux. Une autre étude intéressante qui démontre en fait le pourcentage de phtalate ou effectivement, c'est de phtalate dans ce cas-ci, par rapport au poids total du produit. Alors, on voit ici que tout ce qui est tubulure contient beaucoup en poids total de phtalate et même chose pour les cathéters. Donc, à la lumière de cette étude, on a fait l'inventaire. En fait, on a utilisé l'inventaire qu'on avait et on a pesé quelques exemples de matériel. Alors, on voit ici un ballon d'anesthésie et dans le poids total de ce ballon-là, il y aurait 16,6% de DINP, donc qui est un phtalate. J'attire votre attention sur la composition du masque ici et du ballon. En fait, ce que vous voyez, le petit ballon vert, ça, c'est probablement en caoutchouc et puis on a des composantes en plastique qui ne contiennent pas des phtalates. Donc, probablement que le pourcentage qu'on voit ici, c'est vraiment lié au tube d'oxygène. Ici, on voit un tube d'oxygène et une lunette nasale. En passant, ces deux produits-là sont utilisés, oui, à l'unité de néonatologie, mais sont utilisés aussi à travers l'hôpital. Donc, de travailler à l'unité de néonat, ça nous amène aussi, je dirais, des outils pour avoir un impact positif sur le reste de l'hôpital. Alors, vous voyez, dans ces tubulures-là, on voit que c'est presque 27% du poids total en phtalate dans le produit. Le sac de soluté, je vous rappelle tantôt qu'on disait que un sac de soluté qui était stock weight, donc qui était brassé,
augmentait la quantité de phtalate à l'intérieur. Dans ma pratique d'inhalothérapeute, j'ai souvent administré en fait des solutés chauds. Donc, on faisait chauffer dans une armoire chauffante les sacs de solutés, surtout en anesthésie lorsqu'on avait besoin de donner de grandes quantités de liquide en très peu de temps. Donc, pour pas refroidir le patient, on donnait des liquides chauffés. Alors, j'ose croire que la quantité de phtalate devait être encore plus grande à ce moment-là dans l'eau salée ou l'eau sucrée qu'on donnait à nos patients. Cathéter d'aspiration, là aussi, on voit que c'est quand même un bon pourcentage. Et l'embout turquoise que vous voyez est en plastique qui à ma connaissance, ne contient pas de phtalate. Donc, c'est vraiment le cathéter comme tel là, qui est très important, une composition importante en phtalate. Un tube endotrachéal, c'est un tube qu'on entre dans le nez chez les bébés ou dans la trachée là, directement par la bouche chez les adultes. Et c'est un tube qu'on laisse longtemps dans le corps humain. Et par expérience, quand on le rentre, il est très souple, ce tube. Et lorsqu'on le ressort après plusieurs jours et peut-être environ une semaine ou deux chez l'adulte, le tube est beaucoup plus rigide. Et ça s'explique par le fait que le phtalate qu'on retrouve, le DEHP qu'on retrouve dans le tube, a vraiment quitté le matériel, donc le tube, et a été absorbé par le corps du patient. Donc, c'est quand même préoccupant. Et même chose pour la canule nasopharyngée ici qu'on introduit. Donc, c'est des matériels qui sont invasifs. Donc, ça, c'est dit, il y a des alternatives dans le monde. Brièvement, je vous dirais qu'en Suède, il y a vraiment une démarche qui a été faite pour retirer, en fait, tout le PVC des sacs de transfusion sanguine. Mais après avoir eu quelques échanges avec les gens en Suède, on a constaté qu'ils sont rendus peut-être même un petit peu plus loin. On voit aussi qu'au Danemark, ils ont débuté le retrait du PVC. Et je vous amène, parce que le temps file, je vous amène à l'hôpital en Suède qui, depuis 2014, a retiré complètement le PVC, donc, de son unité de néonatologie. Donc, on voit que vraiment, c'est possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les compagnies, les distributeurs de ces pays-là sont les mêmes aussi qu'au Québec. Kaiser Permanente, un autre exemple aux États-Unis, qui a fait une grande démarche et qui a un gros pouvoir d'achat, donc qui a uniformisé ses achats et qui a permis de réduire de beaucoup l'utilisation du PVC et il a dégagé des économies. Ça, c'est intéressant pour le service des approvisionnements. Donc, d'autres exemples ici qui sont similaires aux États-Unis, donc réduction du PVC. On parle aussi des produits d'entretien sans triclosan, donc qui est un antibactérien. Alors, et on a un partenaire français aussi qui ont travaillé sur une démarche, donc un engagement auprès des établissements de santé pour faire de leurs établissements de santé des endroits sans perturbateurs endocriniens. Au Québec, ici, on a vu déjà l'industrie bouger, ne serait-ce que durant l'année de notre projet pilote. Au départ, plusieurs ne connaissaient même pas ce qu'était le DEHP puis un phtalate. Et on voit qu'ici, par exemple, Medtronic a remplacé déjà le DEHP par le DHET dans ses produits. Là, ça prendrait une autre étudiante pour faire un autre projet pilote pour voir l'impact de cette alternative-là. Mais on voit quand même qu'il y a une sensibilisation puis vraiment une démarche qui est entreprise. Alors, pour la conclusion, je vais repasser la parole à la pédiatre, Dr. Fréchette. En terminant, j'espère que les connaissances au sujet des perturbateurs endocriniens et leurs effets délétères vont continuer de se développer. De cette façon-là, nous pourrons peut-être un jour voir à la grandeur du pays des unités néonatales réduites en perturbateurs endocriniens. J'espère aussi qu'on va continuer de sensibiliser la population sur le sujet et surtout les femmes enceintes, car c'est vraiment le fœtus qui est le plus à risque d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Concrètement, dans mon bureau, je trouve ça très important de répondre aux questions des familles, puis j'encourage tous les autres professionnels de la santé à se documenter sur le sujet pour bien soigner et informer leurs patients. Alors, je repasse la parole à Jérôme. Oui, donc merci beaucoup. Merci pour cette présentation très intéressante à toutes les trois.
regardez, il reste plus beaucoup de temps, donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter ici. Moi, je vais vous laisser la parole, mais je vais briser la glace. J'ai une question ici. Donc, est-ce que les résultats du projet pilote seront rendus publics? Si oui, où pouvons-nous y avoir accès et quand? Nathalie, est-ce que tu veux répondre? Oui, en fait, les résultats, en fait, il va y avoir un rapport qui va être diffusé. Donc, oui, vous pourrez avoir les grandes lignes du projet ainsi que les résultats qu'on vient de vous présenter, effectivement. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Je vais briser la glace une deuxième fois alors, mais avec une question à moi. Docteur Fréchette, moi, bon, vous en avez parlé un petit peu, mais quand vous avez commencé à parler de perturbateurs endocriniens, c'était quoi en fait je dirais la réponse initiale de vos collègues, que ce soit des médecins, que ce soit le personnel médical autre, quand vous avez commencé à dire bon, mais éventuellement il faudrait peut-être qu'on regarde à changer nos produits. Je pense que c'est Oui. une prise de conscience parce qu'effectivement, c'est vraiment peu connu, même dans la profession médicale. Donc, je pense que les gens veulent s'informer. Il y a beaucoup de questions qui viennent des familles, puis on est souvent pas outillés pour répondre. Donc, moi, personnellement, c'est plus en tant que maman que je me suis questionnée sur le sujet. Mm-hmm. Puis, je pense que les gens sont ouverts, puis ils veulent simplement apprendre. Puis, quand on donne un traitement qu'on pense qu'il est bon, puis on apprend que peut-être un effet nocif, ben ça nous met à se questionner puis à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que c'est juste tout le monde a une bonne volonté. Merci. Jérôme, si tu permets, je voudrais juste en fait remercier Dr. Yolande Leduc qui est ici avec nous aussi, qui fait partie du comité santé environnementale du site et qui a vraiment cru au projet et qui m'a mis en contact avec Dr. Fréchette et avec l'équipe en fait de Déonat. Donc je tenais à la remercier et elle veut dire un petit mot. J'ai peut-être une question pour vous. En fait, finalement, devant des évidences comme vous les présentez, est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut penser à court, moyen terme, en termes est-ce qu'il y a une réponse de la part des approvisionnements, par exemple, pour trouver vraiment, pour dégager un effort pour aller chercher des produits moins polluants, disons-le comme ça? Est-ce que c'est possible? Parce que est-ce que ça existe aussi, ces produits-là, ou carrément on part de zéro? En fait, oui, il existe parce que, comme je disais tantôt, ce sont les mêmes, souvent ce sont les mêmes distributeurs, les mêmes fournisseurs donc de produits. Et ailleurs dans le monde, on a vu des exemples là, de meilleures pratiques, donc d'alternatives saines. Je vais parler pour le groupe de services d'approvisionnement du CIS Montérégie-Est. Il y a eu une grande ouverture de leur part parce qu'ils nous ont vraiment aidés dans ce projet-là. Premièrement, la première étape, c'est de prendre conscience que ces produits-là existent. Faut ensuite décider qu'on veut pas. On voudrait avoir d'autres alternatives. Donc, il va falloir travailler avec les regroupements d'approvisionnement et développer possiblement des critères d'appel d'offres et aussi peut-être faire changer certaines règles qui vont nous permettre peut-être de payer un peu plus cher pour des produits qui sont exempts de perturbateurs endocriniens. Et je pense que dans tout ce qu'on fait en environnement, en santé environnementale, aussi, il faut internaliser les coûts de santé et environnementaux, chose qu'on fait trop peu souvent finalement, parce qu'on regarde le coût d'achat. Mais si on intègre les retombées, l'impact en fait sur la santé et l'environnement de certains choix, on se rend compte que ça coûte beaucoup plus cher en bout de ligne. Donc oui, on souhaite une suite à ce projet-là. Puis peut-être qu'on verra très prochainement. Il y a déjà des produits sans perturbateurs endocriniens, là, on le voit, mais qu'il y aura une augmentation de ces produits-là qui seront plus sécuritaires pour nos patients. Puis peut-être pour ajouter un petit élément de réponse, Dr. Leduc, les exemples vraiment qu'on avait beaucoup regardé aux États-Unis, à partir du moment où effectivement les personnes qui vont acheter, qui vont décider les produits qu'on va acheter à l'interne d'un établissement,
à partir du moment où elles sont conscientisées puis qu'elles savent ce qu'elles ne veulent pas acheter, ou en tout cas ce qu'elles veulent avoir dans leurs produits ou ne pas avoir dans leurs produits, le secret, c'est l'uniformisation, c'est standardiser complètement les produits qu'on achète. Nathalie avait une diapositive tout à l'heure où on voyait effectivement qu'ils réussissent à faire des économies, mais c'est tout ce travail-là difficile de standardiser à l'interne, parce qu'au plus on achète des produits en grande quantité, ben au plus on est capable d'avoir les bas prix. Mais l'avantage, c'est que le Québec est un tout petit marché. Je veux dire, on est point, je sais pas combien de pourcents à l'échelle mondiale des produits médicaux. Puis, ben, la Suède, les États-Unis, la France sont déjà embarqués là-dedans. Donc, les produits, ils existent. Maintenant, c'est de se mettre, je pense, tous ici ensemble avec les mêmes objectifs en termes d'achat de ce qu'on veut acheter. Et logiquement, ça devrait pas être si compliqué que ça. Donc là, il est 13h05 à peu près. Je vais vous laisser encore peut-être 20 secondes là de questions. Si personne prend la parole, ben, je vous souhaiterais une bonne journée. Donc, ben, comme je le disais, la présentation d'aujourd'hui a été enregistrée. On va la traiter tout à l'heure. Elle devrait être disponible logiquement à partir de la soirée. Mais merci à tous d'avoir passé cette heure avec nous. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et puis que vous aurez envie d'agir chacun dans vos établissements respectifs. Donc, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour un prochain webinaire de SSE.